monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. Ah c'est bien, faites-le, j'aime bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle aujourd'hui pour parler de Babylone. Babylone, énorme film, on attendait ça depuis très longtemps. On va faire du coup une émission un peu spéciale en deux parties comme on l'avait déjà fait pour Avatar. Une partie du coup sur Babylone, que sur Babylone. Et puis une partie donc sur les autres films à l'affiche dont on vous parlera juste après. Voilà, moi je sais pas par quoi commencer parce que le film m'a tué, voilà, c'est incroyable. On va en parler juste après. Nathan, comment ça va ce soir? Mais ça va très bien, mais vraiment super bien. On va parler d'un chef-d'œuvre, donc je suis content. Je pense que je suis aussi dithyrambique que toi sur le film, Victor, donc je pense qu'on enchaîne. Bleu, comment ça va? Ben ça va, super, écoute. J'ai pris un petit café, ça va mieux que d'habitude, moins fatigué. Un peu moins de fatigue ce soir, on n'enregistre pas à 6h du mat aussi, faut dire il est que 22h pour l'instant. Et Gaston, ce soir, comment ça va dans la ville de Karim Benzema, comme tu vas nous le rappeler? La ville de Karim Benzema, de Paul Bocuse et même de Gérard Collomb. C'est un plaisir de vous parler ici depuis Bron et ça va être une super émission. Tout va bien, tout le monde va bien et la vie est belle. Ce soir on est 5, on a également Mathéo. Comment ça va Mathéo? Et ben comme tout le monde ça va très bien, donc une émission que dès que je suis sorti de salle j'avais vraiment envie de pouvoir parler de Babylone parce que pareil un chef-d'œuvre. Ah ben on va pouvoir poser le contexte après, mais c'est un film attendu, ça fait quand même quelques années que le monsieur est sorti de La La Land, mais on va en parler, hein. C'était en tout cas un événement de janvier et ça a divisé un peu la critique, même si c'est quand même... Ah si, moi j'ai vu dans la critique presse. Mais c'est pas grave, venez on accélère et on peut parler du film s'il vous plaît. T'as raison, on envoie sur la musique, alors je sais pas si je vais vous mettre la bande-annonce ou la musique, en tout cas écoutez ça, c'est parti, Babylone de Damien Chazelle, on vous en parle tout de suite. It's the most magical place in the world. Fuck yeah! Et c'est l'heure du synopsis de Babylone de Damien Chazelle avec les magnifiques Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva. Donc dans l'Hollywood des années 20, Manny, un jeune Mexicain qui partage son prénom avec le Manny de Scarface, mais ça n'a rien à voir. Y'a pas un Manny dans Madagascar aussi? Probablement. Si, Beaucoup de Manny dans le cinéma américain. L'âge de glace aussi. Ah ouais. Enchaînons Gaston. Donc Babylone. Manny intègre l'Hollywood des années 20, cet Hollywood grandiose où on tourne encore des films sur des collines poussiéreuses et où les studios de cinéma ressemblent plus à une fête foraine qu'à quelque chose d'à peu près organisé. Il va rencontrer deux personnages brillants, scintillants, des sortes d'étoiles filantes. La star du muet Jack Conrad, déjà sur le déclin, et la jeune Nellie Laroy, donc jouée par Margot Robbie, une espèce de starlette qui a percé juste avant l'arrivée du parlant et qui va devoir s'adapter, de gré ou de force, à cette nouvelle technologie. Donc ça va être un voyage dans cette période des années 20 aux années 30, un voyage assez féerique, assez magnifique, assez triste également, et c'est un voyage dont personne ne sort indemne. Nathan, est-ce que tu es sorti indemne du film? Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience? Non, je suis pas sorti indemne, c'était fou. Je vais plutôt parler de comment j'étais à la fin du film et je tremblais, Gaston pour en témoigner. Ah ouais. Je tremblais d'excitation et tout, je parlais super vite, j'ai l'impression d'avoir pris un gros ride MD. J'étais vraiment mais J'étais dans la même situation que toi. Bah voilà, merci, mais c'était trop bien. Pour te dire, je pense que j'ai jamais eu le cœur qui a battu aussi vite Ouais. qu'à la fin de Babylone. Après, je pense que c'est aussi en tant que cinéphile, on va pas spoiler, mais la fin du film est incroyable, on en parlera après. Exactement. Mais c'est vrai que l'émotion à la fin de la séance, je n'ai pas pu bouger de mon siège jusqu'à après la fin du générique. Ouais. C'était terrible, vraiment terrible. Dites-vous qu'à la fin de ma séance, qui était ni une avant-première ni rien, genre juste une séance basique au pâté, tout le public, parce que la salle était pleine, s'est mis à applaudir et bien pendant 2-3 minutes, et ce qui est beaucoup quand même quand on considère que c'était vraiment une séance basique. Après, c'était le jour de la sortie quand même. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais jamais eu ça sur une séance normale. Même pour Avatar ou... Ouais, peut-être, ouais. Bah, du coup, ton avis sur le film en général? Oula, je pense que c'est un des films majeurs de l'histoire du cinéma et j'espère qu'on se rappellera de ce film comme une œuvre culte du XXIe siècle.
Après, je suis très dithyrambique. Je pense que mes collègues pourront redescendre un peu, redescendre tout ça sur terre. Mais le film a quand même des défauts. Mais en fait, tout ça vient s'éclipser parce que je pense que Mathéo l'a dit quand on est sorti de la séance. Le mot qui définit Babylone, c'est grandiose. Je me permets du coup de parler à ta place, je suis désolé, mais c'est tout ça en fait. C'est un film de 3h10 avec plein de mouvements de caméra endiablés, avec 1h40 de musique qui est juste sublime. Hein. C'est un jazz brûlant. Exactement comme ce que disait le personnage de Ryan Gosling dans La La Land, que le jazz, faut sentir l'urgence. Là, tu la sens l'urgence, c'était vraiment pas bien. Il y a des éléphants, il y a beaucoup de cocaïne. Et franchement, c'est un film sous coke. C'est ça. Waouh. Mais c'est tellement maîtrisé. Mathéo, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'a dit Nathan du coup ? Comme a dit Nathan, je suis sorti à peu près dans le même état. J'ai tremblé pendant la moitié de la séance. Je tenais pas en place. C'est un film que j'ai trouvé grandiose. Sur tous les points, c'est-à-dire que même en termes d'histoire il est grandiose, cinématographiquement il est grandiose, les personnages sont tous très hauts en couleur, les performances des acteurs sont magistrales, on peut le dire, hein. Pour moi, je sais que c'est pas forcément un avis qui est partagé par tout le monde, mais je trouve que c'est une des performances, si ce n'est la meilleure de Brad Pitt. C'est un film que j'ai trouvé à la fois intéressant, extrêmement beau, prenant, et vraiment il te tient jusqu'au bout quoi. Quand je suis sorti de la salle, je ne m'étais pas du tout rendu compte que le film faisait 3h15. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il faisait 1h50. Je suis sorti de la salle, j'ai regardé l'heure et j'ai fait ah mais en fait il durait autant de temps. C'est ça, c'est tellement rythmé, c'est tellement dynamique, c'est hallucinant. Et même en termes d'ingéniosité de réalisation, le film invente des choses. On dirait en termes de transition, en termes de rythme. Je trouve qu'on est sur du Chazelle. En fait, il fait ce qu'il avait déjà fait dans du Chazelle, mais c'est un chef-d'œuvre de Chazelle. Et Chazelle a un style très particulier. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut dire que le film invente un peu quelque chose. Parce qu'il perfectionne un style. Il perfectionne un style au point où on dirait presque une invention. C'est-à-dire que c'est tellement bien maîtrisé dans ce style-là que, moi personnellement, j'ai eu cette impression que en fait, il venait. Au-delà de faire un bon film, il apporte aussi des choses au cinéma. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Il rend hommage. Non, mais au-delà de rendre hommage, il apporte quelque chose. Parce que c'est pas tout à fait la même chose de rendre hommage et d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose au cinéma. C'est pour ça que je pense que, comme Nathan, j'espère que ce sera un film qui va rester dans l'histoire du cinéma. Moi, je pense qu'il faut parler de ce titre, déjà, Babylone. Babylone, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à la ville de Babylone. Donc, qui est une ville antique, qui était une ville grouillante, un peu considérée comme le lieu de la perdition à l'antique. Hein, on en parle dans la Bible, évidemment. Nabuchodonosor, tout ce genre de personnages. Il y a cette espèce de grandiose et en même temps de grandiose salie. On est sur une ville de la débauche, on est sur une ville de la perversion, le Hollywood des années 20. C'est montré comme ça. Et en même temps, on tire en fait le sublime de cette espèce à la fois de grotesque et à la fois de noirceur. C'est la sublimation d'une certaine époque où les acteurs à Hollywood ont plus été des aventuriers que des gens bien installés. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont installé des stands au milieu du désert et qui ont allumé des caméras. Et en fait, le film est brillant de ce point de vue-là parce qu'il évoque, et j'ai vu notamment une interview de Brad Pitt au journal de TF1 qui disait... On a ce regard sur les films des années 20 un peu distancié où on se dit oh là là ça surjoue, c'est un peu vieillot et on a du mal à y adhérer. Et en fait, il dit ces gens-là sont des pionniers, ces gens-là ont tout inventé et ces gens-là avaient une puissance créative que en fait je pense Chazelle essaye de retransmettre dans son film. Il essaye de remontrer cette frénésie. Alors au début du film, Brad Pitt tourne une espèce de film historique avec une grande bataille, il y a énormément de figurants, ils font péter des explosions, et là c'est pas le CGI, hein, c'est des vrais explosifs au milieu, il y a des morts, enfin c'est un peu rocambolesque, et en fait ce qui est vraiment marquant, c'est qu'on nous montre vraiment ces aventuriers, c'est un peu des cow-boys de la pellicule, et c'est vraiment très marquant ça dans le film. Alors pour contextualiser un petit peu d'où je me place pour parler du film, il faut quand même dire que Damien Chazelle et Mathéo, je pense qu'on se rejoint un peu. C'est quasiment mon réalisateur préféré. Et moi, je vais me faire foutre aussi, du coup. Toi aussi, Est-ce que ici, moi, j'ai vu tous ces films et tous ces courts-métrages. Okay. J'ai vu 2. Donc on s'incline, je pense. Il y a un seul long métrage que je n'ai pas vu et j'ai vu ses courts-métrages. J'ai juste pas vu First Man. First Man, c'est pas très bon. C'est un peu oubliable, non ? Ouais, c'est ça. Après, franchement, le monsieur, il a 37 ans. Non, 38 ans, du coup, Mathéo, c'est ça ? 38 ans. Et voilà, le mec a fait
quasiment 3 3 chefs-d'œuvre. chefs-d'œuvre, pas quasiment, Voilà. sûr. Ouais, je pense que Ouais, 3 chefs-d'œuvre. Ouais, je pense. Whiplash, c'est une grosse claque. La La Land, c'est un tableau immense. C'est mon film préféré. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, dans une Il émission m'en plus parle tard. tous les jours. Tous les jours. J'en parle tout le temps. C'est un film qui Babylone m'obsède. ne détrône pas La La Land. Et Babylone, c'est compliqué parce que du coup, dans mon cœur, il arrive à une position très forte. Parce que sincèrement, alors je rejoins complètement Nathan. Je pense vraiment que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma et je pèse mes mots. C'est dur, hein, il y a d'immenses films. Mais je pense que ça peut rentrer dans ce panthéon-là. Franchement. En tout cas, c'est clairement un des meilleurs films. Un des meilleurs films évidemment du 21e siècle, et ça rentre dans le très grand film du 21e siècle. De l'histoire du cinéma, je suis quasiment sûr. Et après, par rapport à La La Land, franchement, le film intègre, je crois, quasi instantanément mon top de mes films préférés. Et je sais pas s'il détrône La La Land, je pense pas, parce que La La Land, C'est le cœur, c'est- La La Land. c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma pour le coup. Donc C'est indétrônable du coup. c'est indétrônable, je pense. Mais d'un point de vue objectif, est-ce que c'est meilleur ? Pour moi, oui. Peut-être, je sais pas. C'est Les gars, vraie question, quand vous parlez de meilleurs films du 21e siècle, vous avez vu Mad Max Fury Road? Ouais, Mad Et- Max ah Fury ouais, Road, non je mais trouve ça j'ai pas pas dit que c'était fou, hein. j'ai pas dit que c'était le meilleur Est-ce film. est-ce que vous pouvez m'expliquer à quel point Babylone est à ce point, par exemple, supérieur à un film Ouais, non, qui mais- est sorti l'année dernière qui s'appelle Licorice Pizza? Ouais, non, on va pas comparer des films parce que là on va se perdre dedans. Simplement parce qu'en fait, c'est pas du tout la même ambition. Parce qu'en fait, quand tu regardes Babylone sur le papier, tu te rends compte que le film a l'ambition d'être un des meilleurs films du 21e siècle. Ouais, Et moi, je trouve qu'il ouais. réussit son pari. Et puis en fait c'est un film immense dans ce qu'il entreprend quoi. C'est une épopée dans le cinéma hollywoodien. C'est très technique de réussir à faire ça. Il y a des scènes, bon, bien sûr, on en parlera plus tard, mais qui sont incroyables Ouais, de mise en scène, d'installation, exactement. de réalisation. Et non, mais pour le coup, je vais pas faire un comparatif, hein, je vais pas dire que c'est le meilleur film, pour le coup, je suis pas du tout convaincu Moi, que ce soit oui. peut-être, hein, mais je sais pas, mais en tout cas, parmi les plus grands films, je le pense, sincèrement. Moi, je pense que c'est un très très bon film, mais je pense qu'il faut un peu de recul. Ouais, mais Licorice Pizza, c'est même pas le meilleur film de Paul Thomas Anderson. Bon, on s'égare là, on va parler pas de Licorice Pizza. On va laisser la parole à Bleu qui n'a pas beaucoup, un peu moins aimé le film que nous. Donc Bleu, en tout cas vas-y, défends-toi, dis-nous pourquoi est-ce que tu as un peu plus de réticence sur... Nous te regardons. J'ai pas plus de réticence, mais c'est vrai que je le. Si tu nous as dit... non, que t'allais être un non, peu- pas du tout. Ok, bah, vas-y, je pense vas-y. juste que j'étais. Pour commencer, j'étais pas forcément dans les meilleures conditions, étant donné que je suis arrivée, j'avais déjà 10 minutes de retard, donc j'ai raté les 10 premières minutes du film. Donc je suis arrivée en me dépêchant, c'était vraiment la course devant une des plus belles scènes du film, à savoir quand on arrive dans l'espèce de cabaret. De débauche, de lieu de débauche énorme. C'est quasiment le début du film. Voilà, C'est quasiment le début du film, mais C'est la mais je veux deuxième dire, bien 10 minutes de je veux raté, dire, du tu- coup. Ouais. bien 10 minutes de raté, et puis tu t'installes dans la salle et t'es déjà face à une scène qui te Ouais, coupe tu le te prends souffle, plein la gueule. et tu t'en prends plein la gueule, mais en fait t'as aucune transition, t'as pas du tout le temps de t'habituer à ce qui va se passer. Donc j'ai bien pris un quart d'heure pour pouvoir me poser, et en fait à la fin de ce quart d'heure là, on avait terminé cette scène là, ce qui fait que il me manque quelque chose, en fait, pour être tout à fait objectif. Il me manque le début du film, et il me manque cette expérience là complète pour pouvoir en parler vraiment, quoi. Ok, mais sinon, qu'est-ce qui fait que t'es un peu moins enthousiaste sur le Je film suis pas moins enthousiaste, mais je vous vois être dans une transe énorme par rapport Ouais. à ce film-là. Et c'est vrai que Pas tout le monde, hein. oui, pas tout le monde. Gaston, Sauf c'est Gaston. pas- On éclipse Et- Gaston. Non, je pense que pour le coup, si vous l'aviez bien aimé sans plus, je l'aurais défendu corps et âme. Mais là, comme je vois tout le monde qui est dans une espèce de transe onirique face à ce film, Ok. moi, j'ai pas forcément ressenti ça. Mais après, encore une fois, c'est parce que j'étais pas dans les très bonnes conditions. Mais par contre, je comprends l'état second dans lequel vous étiez en ressortant du film. Moi, c'était pas de l'excitation. Au contraire, c'était un trop-plein énorme que je m'étais pris dans la face pendant 3 heures et quelques. Et j'étais Ouais. complètement défoncée, quoi. Ok. J'ai bien pris au moins un quart d'heure à redescendre, et je suis allée rejoindre des gens après qui me demandaient qu'est-ce que t'en as pensé. J'étais incapable d'en parler tellement c'était trop. Mais génial, Ouais. c'était dans le bon sens du terme, quoi. Après, je pense que ça, on va pouvoir en discuter aussi. C'est un film, alors qui va attirer beaucoup de public, et un public large, en tout cas en France. On parlera de la question internationale et de la rentabilité du film plus tard. Mais je pense que c'est un film qui va attirer beaucoup parce qu'il a eu une promotion sur le côté un peu clinquant, années 20-30, avec Brad Pitt, Margot Robbie. Derrière, c'est quand même un film qui ne montre pas du tout que ça. C'est un film qui passe par tous les genres, quasiment par la comédie, par quasiment l'horreur, le drame évidemment, par un peu le film d'épopée presque, parce qu'il montre, en tout cas, il rend hommage au cinéma en filmant des scènes qui sont incroyables avec des plans séquences immenses. Le Du film coup, est-ce historique que... aussi.
Ouais. Ah, historique, bah bien ouais, sûr, du coup, bien sûr. doublement ça, historique. c'est clair. Ah ouais. Doublement Ça, c'est clair. historique. Et c'est un pastiche aussi en même temps. Ouais. En partie parce Très que, très bel exercice. le film Singing in the Rain, en français Chantons sous la pluie, est un motif récurrent qui va être cité tout le long du film parce que c'est le passage du parlant, enfin du muet au parlant qui va être le thème Mis en principal scène, du ouais. film, enfin un des thèmes principaux. Mais du coup, est-ce que le film vraiment, il va parler à tous les publics ? Je suis pas sûr parce que pour le coup, en tant que cinéphile, la fin est une référence énorme à tout le cinéma du XXe siècle et aussi en réalité du début du XXIe siècle. Mais est-ce que ça va parler à tous les publics ? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pas forcément trouver leur compte parce que c'est pas évident. Le début est assez trash, assez clinquant, mais très très clinquant. On voit beaucoup de choses sans spoiler, sans dire trop. Et la fin est très méta cinématographique. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Par contre, pour moi, c'est indéniablement un très très bon film. Moi, j'ai trouvé que la publicité et comment le film a été vendu, c'était plutôt bancal. Hein. Waouh, Hollywood, c'est incroyable, c'est génial. Des fois, on en a un peu. Moi, notamment quand je l'ai vendu à plusieurs de mes amis, etc. Et à ma famille, il y en a pas mal qui m'ont dit ouais, mais encore un film sur Hollywood qui dit qu'Hollywood c'est génial. Je trouve que ce côté-là qui a été vendu rend pas vraiment honneur au film parce que pour le coup, le film parle de ça, mais tellement d'autres choses. Gaston ? Le film est très bon pour moi. En fait, justement, le film atteint les sommets dont vous parlez quand il est cette évocation romantique de cinéma des années 20. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, encore une fois, c'est un cinéma de pionnier. C'est un cinéma qui a durablement marqué. Il faut quand même savoir que, par exemple, le premier Ben-Hur qui est un classique du cinéma dans sa version de 1959, Qui est cité dans le film, non ? oui, Ouais. qui est cité nommément, le premier Ben-Hur date de cette époque-là. Il y a énormément de grands réalisateurs qui ont même poursuivi leur carrière très tard, hein, à l'image de... Alors, c'est pas un réalisateur qu'on va citer, parce que c'est pas quelqu'un dont on voit les films encore, faut être tout à fait honnête, mais un Cécile B2000, qui a quand même été très connu, qui a été un grand réalisateur, a commencé dans les années 20. Il y a énormément de personnages, de réalisateurs allemands du début qui réalisent la fresque historique avec Brad Pitt. Brad Pitt, très très bon d'ailleurs. Brad Pitt, effectivement, à son meilleur en termes d'interprétation, ça faut le signaler. Alors les autres acteurs sont très très bons aussi. Hein, mais c'est une masterclass de jeu. Hein. Mais il est très très bon, Brad Pitt. Hein. Alors il y a 10 minutes où moi je l'ai trouvé extraordinaire, où vraiment pour le coup, pour moi, il mérite un Oscar. C'est vers la fin du film, je n'en parlerai pas. Mais pour le coup, c'est vraiment très bien. Et... de ce fait, cette évocation un peu de ces réalisateurs, de ces pionniers et tout ça, le réalisateur allemand complètement fou au début du film, ça c'est pas un spoil, c'est une évocation romantique de cet Hollywood-là. Jack Conrad, c'est cette espèce de personnage à mi-chemin entre toutes ces icônes du muet qui justement ont un peu décliné et qui étaient un peu bigger than life avec leurs addictions à l'alcool, leurs addictions à tout, leurs multiples mariages. C'est des très belles évocations et le film est très très bon quand il touche à cette évocation-là de ce romantisme hollywoodien des années 20. Puis pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Victor, sur t'arrivais pas trop à savoir si le film était accessible ou pas. Moi justement, je me suis dit mais enfin je vais pouvoir conseiller un film aux premiers Gigos que j'ai dans. Il est accessible. Ok. Est-ce que les gens vont en ouais. sortir en adorant le film ou 3h10 Ah je non, sais mais pas justement, si tout moi le je monde me va suis aimer. dit, enfin un film que je peux conseiller, un film génial que je peux conseiller à n'importe quel Gigos que j'ai sur Instagram. Et parce qu'en fait, c'est un. Salut les Gigos. On vous salue quand même, si je pense, Ici, je c'est pense les même pas que leads. vous écoutez ça. Super. Mais ce qui est fou, c'est qu'on on a un énorme condensé de spectacles. Parce qu'en fait, on a un film de 3h12, je crois exactement, où la tension ne descend qu'à 4 moments dans le film. C'est-à-dire qu'on a 4 scènes où il n'y a pas de tension. Après, c'est quasiment que des scènes où ça crie, ça gueule, ça court partout, ça sniffe de la coke à tout va. Il y a des culs qui bougent dans tous les sens. Et en plus, vu que Chazelle est un maître, mais un maître avec toutes les lettres en majuscules, même l'accent circonflexe, qui gère super bien les travelling et les plans séquences. Il a une manière de bouger sa caméra, notamment d'alterner entre les musiciens et tout, et c'est fou. Et du coup, ce dynamisme là, moi je pense qu'il peut attirer tout le monde et faire passer ces 3 heures comme 3 heures de pur plaisir. Là, vous voyez pas Mathéo trépine derrière le micro parce que je pense qu'il est en transe derrière les... Ah mais en fait ça me fait repenser à des plans. Moi il y a un plan que je trouve légendaire, je pense que vous allez comprendre, c'est le zoom dans la trompette. Ah mais c'est un plan typique, très iconique de Chazelle. Chazelle oui, le fait mais dans celui-là, La La Land, dans mais Whiplash celui-là aussi. est vraiment extrêmement bien réussi, il est extrêmement lourd de sens, il marche trop bien. Ah moi je l'ai vu en me disant vraiment le sourire en mode Damien, tu fais plaisir, toujours ton plan un peu systématique, Damien, ouais. un peu voilà.
Bleu, tu voulais rebondir. Rebondir, oui, sur ce que tu disais, Nathan, en parlant du nu. En fait, c'est une des premières fois où je vois que le nu qui est tout le temps associé à la débauche nécessairement, enfin plutôt la débauche qui inclut le nu, je trouve que le parti pris est super intéressant parce que ici, Damien Chazelle, il montre des corps nus de manière super intelligente, super intéressante. On sent vraiment l'intérêt esthétique et narratif dans le sens où, déjà, alors pour commencer, j'ai pas tant remarqué que ça de male gaze, ce que je trouve extraordinaire. Puis il n'y a pas tant franchement. de corps nus. Non, il y a pas. Quand est-ce qu'il y a des corps nus? Parce que c'est surtout Alors, des je parle- corps d'hommes en fait qui sont nus. Surtout dans les scènes du début où on a énormément de femmes nues. Mais c'est Et- les femmes et hommes qui sont nus. Femmes hein. et hommes qui sont nus déjà pour commencer et ils sont montrés purement et de manière très brute et c'est ça que je trouve très intéressant. On a des gros plans sur des seins, des sexes et ça n'a pas d'utilité sexualisante. Évidemment un corps nu est sexualisé dans ce type de scène là qui montre une débauche extrême, mais c'est pas un film à vocation pornographique. Quelque chose de très intéressant aussi, on parlait du fait qu'effectivement les scènes de nu sont vraiment concentrées au début du film. C'est peut-être un choix de Chazelle, puisque Chazelle parle de la mutation entre les années 20 et les ça années commence 30. fort. C'est évident. Donc ouais. évidemment, c'est un choix de Chazelle de dépeindre des années 20 libres et débridées, et de dépeindre des années 30 qui sont beaucoup plus sages. D'ailleurs, le film se calme à ce moment-là. Le film se calme énormément au moment où on passe aux années 30, parce que les années 30, c'est ce cinéma à la papa, ce cinéma un peu patrimonial, qui a un peu perdu cette folie pour le coup. Après, pour rebondir par contre sur l'aspect technique aussi, on parle, enfin l'aspect technique, sur d'autres aspects que juste la réalisation de Chazelle, il faut quand même dire que monsieur Justin Hurwitz, qui est le compositeur, fait un travail immense, qui est du coup le compositeur attitré de Chazelle. Et ils étaient ensemble à la voilà, fac quoi. Ils ont fait Harvard ensemble, rien que ça. Tu vois. Ouais voilà c'est ça. Et- C'est pas la fac, c'est Harvard. Voilà, c'est ça. Ils ont fait Harvard. Ils ont fait tous leurs films, tous les films de Chazelle. Il les a fait avec Hurwitz, qui est un compositeur immense, qui a composé. Et je crois que Hurwitz n'a fait que les films de Chazelle en musique. En Je plus. crois que Potentiellement. c'est ça En même temps, aussi. ça prend tellement de temps et de travail, je pense que voilà, la BO de La La Land, elle est incroyable. Whiplash, c'est fabuleux. Et ce qui est très fort, et j'aimerais souligner, je sais pas si tout le monde l'a remarqué ou pas du tout, c'est qu'en fait, dans chaque film de Chazelle, il y a toujours une partie sonore, une partie de la bande son qui va être reprise du film précédent. Ouais. Donc en fait, dans La La Land, Whiplash est repris, et là, c'est un peu moins évident, je trouve, mais Moi je trouve qu'il y a quand même, beaucoup de hein, t'as whiplash dedans justement. non, c'est Ah, pas mais Whiplash, la- au contraire, Non, c'est La La Land. hein. Ouais, mais c'est pas le thème principal de La La Land qui est repris, c'est le thème, c'est une des deuxième ou troisième chansons du film. Pour ceux qui ont vu le film, j'ai pas le titre, mais c'est la chanson au moment où Mia sort avec les filles dans la soirée. Someone in the crowd. Bien joué Gaston, très bien joué. Deuxième chanson du film. J'applaudis. 10 points, frérot. Et non, en vrai, la musique est incroyable. Vraiment, l'instru, l'instru et toute la partie ingé son, c'est extrêmement fort. La mise en scène sonore, elle est immense. Tu voulais dire un truc, Mathéo? Ouais, et en fait, ce que je trouve très fort, c'est que c'est aussi diégétiquement justifié, la musique, Ouais. et ça en donne encore plus de sens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très très Mais bon, parce que Pas toujours, je crois. Hein. Sur la fin du film, il me semble Non, que la mais oui, musique non, mais- s'envole un petit peu. oui, tu vois, quand oui, Elle s'en- devient s'envole plus un peu. extra-diégétique, Elle- en fait. Oui, Ouais. elle devient plus. Enfin, mais ce que je veux Elle dire sort par là, les c'est violons. que elle est justifiée dans le film parce que elle a un vrai rôle narratif. Parce que même t'as des personnages secondaires qui sont leur Sidney vie Palmer, et autour qui est un de la trompettiste, ouais. et autour de la musique, les soirées, il y a la musique et tout est. En fait, c'est un ensemble homogène en fait le film. Et c'est ça qui est très fort parce il va de partout, mais il reste uni dans son bordel. Exactement. En fait, en soi, on pourrait se dire, mais pourquoi mettre. On sait que c'est Chazelle, on sait qu'il allait mettre un rôle hyper important à la musique. On a une bande-son qui dure 1h40 quasiment. Chazelle, un de ses thèmes principaux dans ses films, c'est le C'est la jazz, mu- parce qu'il est Exactement. passionné de Ouais, jazz. c'est ça. Mais du coup, je me posais la question, comment il va réussir, parce que j'avais déjà écouté la BO avant d'aller voir le film, comment il va réussir à foutre toute cette musique et cet univers-là donc à une place hyper importante dans un film qui traite pas de musique, contrairement à Whiplash et La La Land. Mais en fait, il le fait super bien parce qu'il arrive à l'intégrer, là où La La Land, en fait, c'est une super comédie musicale qui arrive à intégrer la comédie musicale dans le film et jamais ça devient surprenant. Bah là en fait il a fait le stade supérieur, c'est-à-dire de foutre la musique dans les scènes comme la très 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 longue séquence d'ouverture qui dure plus d'une demi-heure de grosses Ouais, ça, fêtes. ça c'est drôle parce qu'on a vraiment une grosse séquence et au bout de 25-30 minutes on va marquer Babylone en Ouais, gros. On se et dit waouh, pas du ça tout c'est de juste pré-générique. l'ouverture quoi. Pas du tout de pré-générique, on n'a Ouais, pas ouais. avec Margot Robbie, avec machin, réalisé par Damien Chazelle, ça arrive tout à la fin du coup, après 3h20 de film. Et c'est vrai que pour le coup, cette séquence d'ouverture-là, elle m'a fait beaucoup penser au plan séquence de Climax.
Il y a, Au il y a niveau beaucoup de de la- Gaspard Noé dedans. Ouais, au niveau de la lumière, au niveau de la chorégraphie. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes du bazar que ça a dû être chorégraphiquement parlant? Je trouve ça génial. Ah, mais T'as- Brad Pitt en a parlé dans C'est une interview en disant que extraordinaire. c'était un bordel monstre, mais Bien trop bien sûr. géré. Et ils ont fait venir C'est un éléphant génial. qui écrase des mecs, quoi. Voilà, à partir de exactement. là, Et pour le coup, ça me faisait aussi penser à un autre film. Alors, je suis pas très très fière de sortir cette référence-là, mais c'est une référence que j'ai et que je me dois un petit peu de citer. C'est Intolérance de Griffiths. Victor, tu dois capter, je pense. fac de ciné, tout En ça. 1916. Alors, personnage détestable, réalisateur détestable, évidemment. Mais il y a une scène dans son film énorme qui parle de la période babylonienne et qui a une scène d'ouverture justement avec un éléphant, avec des remparts, avec des moyens gigantesques, avec des centaines et des centaines de figurants. Et ça m'a un petit peu évoqué ça aussi. Bon, parce que c'est Babylone, c'est la débauche, c'est l'esthétique de l'excès, quoi. Mais ouais, puis c'est pas étonnant de citer Griffiths quand on parle de cette époque-là aussi. Mais ce qui est fort quand même, c'est que le film, j'ai l'impression, dans ces moments-là dont tu parles, Bleu, on a l'impression que c'est complètement improvisé, que c'est n'importe quoi, que c'est un foutoir, autant dans les scènes du début de fête que dans les scènes de reconstitution des décors de cinéma et des épopées dont parlait Gaston tout à l'heure avec la scène de combat, alors qu'en fait, c'est sûrement, c'est même sûr que c'est millimétré en fait. à la seconde À la près. seconde, Ah, mais et oui, c'est incroyable parce C'est- que je c'est sais pas génial. comment ils ont fait c'est ces absolument génial. acteurs, ces techniciens pour faire ça quoi. Alors pour préciser pourquoi Griffith était un réalisateur détestable, parce qu'on n'a pas expliqué. Griffith c'était un réalisateur sudiste et pro Ku Klux Klan. Il a écrit un film qui s'appelle Naissance d'une nation, qui a contribué à la renaissance du Ku Klux Klan aux États-Unis, qui avait disparu. Donc évidemment immense raciste, mais considéré comme un des pères fondateurs du cinéma. Ouais. Bah, qui les- est celui qui a inventé le montage moderne en fait. On lui doit énormément à ce mec-là, malgré que ce soit un gros connard et que le sujet de ses films est... Oula, Mathieu, tu me regardes bizarrement. Ok, non. Non mais bien sûr, c'est des gros films racistes, etc. Mais on peut pas retirer du crédit au bonhomme. Non, bien sûr. Et puis l'essence d'une nation, c'est le plus gros. Enfin, c'est le premier blockbuster états-unien Ouais. en Et- 1915. Ouais, et puis quand tu regardes un peu des anecdotes de tournage, tu te dis mais c'est tellement du n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement gros qu'il a aucun contrôle sur ce qui se passe. Donc, Exactement. bon, après, c'est assez pas cool ce qui s'est passé, mais t'as des gens qui brûlent et tout sur le tournage parce que c'est trop le bordel. À la différence de Babylone, qui est pour le coup millimétré vraiment. Ouais. Mais non, c'est vraiment impressionnant par contre, hein, ces scènes-là. Et tout le long du film, alors je crois que c'est toi Nathan qui parlait de la photographie en bleu, tu parlais de la photographie brièvement. C'est pour citer quand même Linus Sandgren, qui est un de mes directeur de la photographie préféré. Il a fait la photographie de La La Land. Non, mais plus le temps Qui est- passe, plus je me dis, mais quelle équipe quoi. Ah, mais l'équipe est C'est incroyable. normal que le Ah film ouais, soit génial. Quoi. Il a son équipe. Alors j'ai plus le nom du chef ou de la chef. Je crois que c'est une femme. Je sais plus. Costumière. Non, pas costumier. Il y a aussi décorateur. Je voulais parler ou décoratrice qui avait fait un nom. Je crois que c'est un homme. Je sais plus. Enfin, j'ai oublié. Mais qui a fait un travail immense sur La La Land et là qui fait un travail incroyable. Voilà, de reconstitution de l'époque et puis aussi de création de décors parce que voilà, on en parle, mais c'est un film qui montre les décors de cinéma et qui montre les studios des années 20 et des années 30 comme le faisait déjà Chazelle dans La La Land et il le refait ici dans Babylone. Bleu, t'as le nom? Mariso Fraisse. Bah, alors, c'est je pour dois la- avoir une prononciation. C'est pour le costume, ça tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et Chef décor aussi, costumière. c'était vachement bien. Mais non, là c'est impressionnant. L'équipe, en fait, il a toute son équipe technique, Chazelle, et qui le suit de film en film. Et ce monsieur, mais je me demande, mais où est-ce qu'il va nous emmener encore? Parce que à 38 ans, il a fait 4 films, dont 3 chefs-d'œuvre. Est-ce qu'on peut faire mieux que Babylone? Moi, je me demande vraiment, Bah, est-ce qu'on peut c'est faire un la film après situation, avoir fait ça? Comment est-ce qu'il va faire pour rebondir Ah ouais, après comment ça il se réinvente après, parce on que- verra bien. Parce que là, à chaque fois, il refait des films très différents. Il a fait Whiplash, qui est un film. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier? Je sais pas comment on peut qualifier Whiplash. C'est assez simple, Whiplash. C'est vraiment Non, mais quel Bah, type c'est de un film film sur la musique. Pour le coup, là, C'est un film c'est sur un la genre musique, particulier. mais- C'est un film musical. Mais c'est un film aussi sur l'espoir d'une carrière. Damien Chazelle, c'est un mec qui fait aussi les mêmes motifs. Dans tous ses films, on a des jeunes gens qui sont des wannabes et qui veulent réussir. Des jeunes gens qui aspirent à réussir dans le monde du cinéma ou de la musique. Et c'est exactement ça. C'est ça, hein, à chaque fois. Mais Et- pourtant, en reprenant les mêmes thèmes, il arrive à en fait parler de la même chose, mais sans être différent à l'être. Et je Ah sais mais pas comment complètement. Mais du coup dans Whiplash il fait ce film sur la musique. La Land c'est une comédie musicale. Là il fait un film qui rend hommage au cinéma et qui est une épopée, une œuvre incroyable et immense. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire après le monsieur, mais s'il faut il va partir dans le film d'horreur. Je sais pas parce que là il a tout exploré en fait déjà à 38 ans. C'est fou. Après, Enfin, il est- calmons-nous, hein, parce que Coppola a fait tous ses chefs-d'œuvre avant 40 ans aussi. Et après, il a fait moins bien.
Alors, je sais pas si Coppola fait moins bien. Apparemment, il y a pas mal de problèmes avec son nouveau film là. Mais... Non, mais je suis d'accord. Coppola, ses meilleurs films, ils vont jusqu'à les 85. Rusty James, qui est un de mes préférés de Coppola, mais c'est vrai que sinon, c'est Conversations secrètes, 74. Le Parrain, je crois que c'est 73 le premier, donc ouais, c'est les années 70. Bah voilà, en tout cas, on va souhaiter enfin beaucoup de réussite pour Chazelle sur la suite aussi, hein, parce que vraiment, j'ai très hâte. Ça fait 6 ans. J'avais pas vu First Man, mais ça fait 6 ans du coup que j'attendais Babylone. Là, je suis pas déçu du tout, quoi. First Man est sorti en 2018. Ouais, non, mais j'avais pas vu First Man du coup. Ah ok, c'était d'accord. 2016 pour La La Land. Ok, autant pour moi. Voilà. Ce qui est chouette aussi, tu parlais des costumes tout à l'heure, Victor. Pour le coup, le film m'a énormément plu sur cet aspect-là. C'est vraiment un film historique qui retrace aussi une histoire de la mode de la mode et des costumes dans le cinéma qui correspondent nécessairement à un style de cinéma. Donc, quand on passe du coup au parlant, t'as aussi l'intervention du code Hays, dont on parlait tout à l'heure, qui modifie du coup considérablement les rôles au cinéma, la persona de l'acteur, de l'actrice qu'on veut créer. Et c'était assez intéressant aussi parce que du coup les costumes, au-delà d'une cohérence esthétique et d'une utilité esthétique, ils ont vraiment une utilité narrative. Sans spoiler, Margot Robbie, au départ, elle arrive dans une tenue rouge absolument extraordinaire, décolletée, sublime, avec des cheveux comme une crinière. Et au fur et à mesure, quand on essaye de la brimer, elle se retrouve avec une robe bleue, donc avec une couleur très fade, très froide, qui la serre de partout, avec des froufrous dans laquelle elle n'est pas du tout à l'aise, on la reconnaît absolument pas dedans, avec une coiffure donc très laquée, avec des cheveux courts. Et finalement, dans la dernière scène où on va la voir, on a l'impression qu'elle fait un petit peu figure d'entre-deux, comme si elle était finalement le résultat de sa carrière qui a évolué à travers des chemins très différents. Elle a une robe violette et une coupe de cheveux qui est à la fois courte et à la fois totalement déstructurée. Et visuellement, je trouve que ça a un intérêt vraiment particulier, quoi. Mathéo ? Alors, on parle des acteurs, mais moi je pense que ce serait quand même bien qu'on parle de Diego Calva, donc révélation de ce film. C'est son premier long métrage en tant qu'acteur, je crois. Non, il a fait des trucs avant. En tout cas, c'est le premier où il est révélé à ce point-là. Oui, non, mais là, pour le coup, c'est vraiment... c'est un des personnages principaux. Si c'était le principal, c'est le premier qu'on voit au tout début. Acteur incroyable. Moi, il m'a bluffé sur beaucoup de scènes. Un jeu que j'ai trouvé vraiment très, très, très bon. Ça passe beaucoup par le regard. C'est un truc que Damien Chazelle expliquait dans La La Land, que s'il aimait autant bosser avec Emma Stone, c'est parce qu'elle dit beaucoup de choses juste avec les yeux. Et on retrouve ça avec Diego Calva. Parce qu'en fait, il parle pas beaucoup. Mais oui, et puis avec l'accent mexicain en plus. Mais même dans les séquences où il parle beaucoup, il est exceptionnel. Il y en a... Dans l'ouverture, il court partout pour essayer de s'assurer que tout fonctionne, et puis après quand il voit Nelly Leroy ou Margot Robbie qui arrive, et c'est bon, tout est dit en un regard. C'est trop fort. Ouais. En un silence, un regard, tout est dit. Exactement. Mais moi, il y a deux choses que je trouve formidables avec Babylone. La première, c'est que j'aime bien le cinéma des années 20 qui t'apparaît un peu intello, je trouve ça vraiment cool, sauf qu'en fait là il réussit à rendre ça hyper moderne. Et en fait, on se dit, c'est fou, c'était il y a 100 ans, mais on n'est pas très éloigné de ça. Et en fait, il arrive à nous le rendre tellement moderne que ça en devient palpable. Et en fait, il nous filme du Fitzgerald, mais encore mieux Gatsby Magnifique. Et la deuxième chose que je trouve vraiment ahurissante, c'est qu'en fait, c'est un film qui est mal écrit. Scénaristiquement, ça marche pas. On a 3 personnages principaux, mais c'est pas un film choral. Ah si, c'est un film choral. Non, c'est un film choral. Et il en parle justement, il y a 6 personnages principaux, et dont 3 vraiment qui sont... Non, c'est pas vrai, parce que c'est des personnages qui apparaissent. Un film choral, c'est quand c'est des personnages qui nous sont présentés dès le début, qui suivent avec des intrigues entrechassées, donc qui se croisent. C'est un peu le cas en vrai. Pas vraiment, parce que par exemple, le destin de Brad Pitt frôle, en fait, évolue un petit peu pour Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva, je suis d'accord. Mais après, par exemple, le personnage, j'ai complètement oublié le nom. Exactement, Sidney Palmer, qui fait référence à Sidney Poitier, le premier grand acteur noir, notamment le premier acteur qui a reçu un Oscar, le premier acteur noir qui a reçu un Oscar. Pareil, et puis cet arc narratif n'a pas de conclusion. Puis en fait, on pourrait dire, techniquement, si tu t'en passes, on sait pas comment il finit par rapport aux autres personnages. Là, on va peut-être pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que je trouve que c'est un film choral, parce qu'en fait, c'est un personnage. C'est quand même un film de 3h15 où on n'a pas forcément l'impression que c'est. Mais pour moi, c'est un personnage secondaire. C'est un personnage secodaire très important. C'est un personnage secondaire quand même. Donc je pense que c'est quand même un film choral entre les 3 personnages principaux. Ouais.
il y en a 3 principaux, et après, t'as les personnages secondaires. Ouais, mais film choral, qui sont il y très a importants, plus que d'ailleurs, 3 ouais. personnages principaux, c'est ça le truc. Oui, Sinon, c'est oui, pas non, des mais films choraux. peut-être. Mais là, je trouve que le film, je trouve qu'en fait, scénaristiquement, je le trouve qu'il se tient très bien, parce que même, je trouve que même les histoires de chacun en disent beaucoup sur les histoires des autres. Entre le parcours de Margot Robbie en dit beaucoup sur le parcours de Brad Pitt. Bah, c'est aussi un récit enchâssé, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est pas du scénario. micro-histoires, Par exemple, regarde, parce que du coup, j'essaie d'étudier tous les scénarios des films que je regarde. En fait, si tu regardes, le premier objectif, ou pas ne dramatique, mais vraiment objectif, ou quelque chose qui va vraiment être une barrière pour les personnages, il arrive hyper tardivement. En fait, dans le film, quasiment la première heure du film, il y a rien qui vient freiner les personnages. C'est une constante progression. Et c'est ça qui rajoute au dynamisme du truc, mais à aucun moment ils ont une épreuve. Oui, mais moi je trouve pas que ce soit mal écrit. Ça, c'est juste que c'est innovant en termes d'écriture. Non, c'est pas innovant. Mais en fait, Bon, on sera pas d'accord, Nathan. Non, mais c'est un problème, mais ça marche. Non, mais parce que quand tu fais un film de 3 heures où tes personnages, ils ont rien qui vient les freiner dans leur montée, bah au bout d'un moment, ça va trop dans le même sens. Mais là, en fait, c'est tellement déjanté tout le temps, ça va tellement vite que on excuse tout ça. Puis même, moi, je trouve qu'en fait, c'est un film qui a en soi presque pas mal de défauts, mais son côté grandiose vient tout éclipser. Bleu. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Lady Feizu, qui est On n'a pas parlé du tout, en fait. qui est jouée, voilà, c'est ça, qui est jouée par Lee Jun-lee. J'espère que je me trompe pas sur la prononciation. Pour moi, ça a vraiment été ma révélation à moi dans le film avec Calva. Diego Calva, ouais, parce que je la trouve absolument extraordinaire. Je la trouve sensuelle, je la trouve très charismatique. Je trouve qu'elle a du charme. C'est extraordinaire, et que justement, elle me fait un petit peu penser à une sorte d'alter ego de Margot Robbie, dans le sens où toutes les deux, elles ont des rôles très sulfureux. Elles font partie du même milieu qui est complètement régie par la décadence. Mais pour le coup, Lady Feizu, elle est respectée par les hommes. Elle est jamais hyper sexualisée. Elle est toujours... justement, elle est un petit peu masculine. Elle est un petit peu... comment dire, elle porte jamais de décolleté, elle a pas du tout ce rôle-là de femme très sensuelle, et pourtant sa sensualité, elle la trouve dans autre chose. Physiquement, elle a énormément de charme, mais c'est pas du tout la même sensualité que ce qu'on peut attribuer à des personnages comme Margot Robbie, par exemple. Ouais, je vois. Pour conclure sur le film, on a parlé beaucoup des questions esthétiques, des questions d'appréciation. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu aussi d'un point de vue économique du film, en fait, de ce qui va se passer derrière, parce que on le sait aujourd'hui, les films, alors là, on est sur du 80-90 millions de dollars de budget pour Babylone. C'est énorme. La La Land à côté, c'était 30 millions, je crois. Donc c'était 3 fois moins. Et on a des scores qui sont catastrophiques aux États-Unis. On est sur du 14 millions de recettes pour l'instant, sur 90 millions d'investissement. Donc c'est compliqué. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça, Nathan? Tu disais que tu pensais qu'il avait peut-être fait le film aussi en se disant que c'était pas forcément qu'il n'allait pas forcément faire un succès économique. Je sais pas. En fait, ça va avoir comme impact aussi sur sa carrière plus tard, quoi, en tant que film culte que j'aimerais qu'il soit, il y a quand même par exemple Fight Club qui est beaucoup réapproprié maintenant par Instagram et tout autre réseau social. Mais en fait, Fight Club est un film qui a flop en fait vraiment à sa sortie, pour le coup vraiment énorme. Mais pas flop le même quand budget, il est quoi. sorti. Qui était un carton en DVD aussi. Exactement. Aussi, en plus. Et du coup, et moi ça m'étonnerait pas qu'il s'attendait peut-être à ce que le film marche pas forcément, et d'un autre côté ça colle tellement avec le film de dire qu'il marche pas. Ouais, finalement, c'est le film. L'échec du film, ça peut être une métaphore du film lui-même, hein, puisque le film parle de la fin du muet. Donc peut-être que Babylone, même si tout le monde autour de la table aime beaucoup le film, c'est peut-être le dernier film de sa génération. Peut-être qu'il passe le relais finalement à d'autres films qui marchent mieux, avec c'est compliqué, avec des grands extraterrestres bleus et des solides gaillards en armure de super-héros. Voilà. Moi j'aime bien l'idée, honnêtement. Je trouve ça beau. C'est plutôt pertinent, et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le rôle que le film se donne, avec à la fin ce dont on parlait tout à l'heure, Nathan, l'espèce de compte rendu du cinéma que le film fait du coup des années 1900-1910 jusqu'aujourd'hui. Et donc à la fin du compte rendu, il montre aussi des images d'Avatar, ce qu'on a trouvé un petit peu dommage, dans le sens où ça parle d'une époque qui vient bien après la fin du film, qui s'arrête au niveau des années 50, et qui est peut-être un petit peu trop moderne, du coup, qui pêche par rapport. Là. Mais je veux dire que ça pêche par rapport à la thématique du film. Non, mais les films rendent hommage au cinéma en général. Ils rendent pas hommage qu'au cinéma des années 20-30. Ils rendent hommage au cinéma. C'est trop anachronique. Ce que j'ai plus senti, c'est bien plus un hommage au cinéma
cinéma des années 20 qu'au cinéma des Ouais, parce années que- 2000. Mais Enfin, non, mais il rend hommage au le- cinéma le film- en Non, tant mais que- il en tant montre- qu'art qui fige le moment et qui mais permet le- à, Bien sûr, à mais là, l'artiste c'est de allé devenir trop loin. immortel en fait. le film n'a rien à voir. Ça ne parle pas du tout de ça. Ah mais le film n'a rien à voir, mais c'est une Non, mais citation à la fin je juste dis- pour remercier ce cinéma-là. Là c'est l'anecdotique, ce dont on parle sur Avatar. Oui, Mais, c'est rien pour le coup. C'est Ouais, rien du ouais. tout, c'est juste une image dans le générique de fin quasiment, on va dire. Ouais, Voilà, ouais, donc, c'est vrai. Ouais, mais juste cet aspect-là de faire un compte-rendu du cinéma dans toute son histoire, je trouvais ça vraiment très intéressant pour le coup. Ah, moi je trouve ça super chouette. intéressant, mais justement ça me Et que dérange ça, pas ça, du tout. ça qu'on- étend un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer dans les années 20 jusqu'aux années 50 à des problématiques actuelles. Bien sûr. Le déclin d'une carrière d'acteur, tout le monde connaît ça à n'importe quel âge. Bien quoi. sûr. Et justement, le fait que ce soit Brad Pitt avec sa carrière extraordinaire de plus de 30 ans qui joue un personnage comme ça, c'était aussi intéressant parce qu'en soi, c'est un petit peu méta aussi. Ça fait référence à ce que Brad Pitt peut expérimenter. C'est vrai que Brad Pitt, à part dans Once Upon a Time in Hollywood, dans les dernières 5-10 années, Ad Astra quand même. Hein, ouais, mais je veux dire, c'est pas comme au début de sa carrière ou au milieu de sa carrière, vraiment dans les années flamboyantes où il était absolument partout, on le voyait tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est plus une icône, comme elle a été avant. C'est une vieille icône maintenant, Brad Pitt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau dans le film et qui, au-delà de ce compte-rendu du cinéma on peut trouver ça un peu, on peut trouver que le film parle de la fin du cinéma, entre guillemets, d'un changement, d'une D'un chute. renouveau. Ouais, c'est prophétique. Mais c'est à la fois prophétique, mais c'est aussi un film qui parle beaucoup d'espoir et d'espoir de création. Et moi, je le trouve magnifique là-dessus. Il y a des moments de grâce de Brad Pitt quand il parle du cinéma. Tu vois l'acteur derrière le personnage qui lui-même est un acteur. T'as vraiment cette espèce de rêve de l'Hollywood de tous les possibles qu'il y a dans ce grandiose de Babylone. On nous montre un film qui parle de regardez à quel point c'est incroyable de pouvoir faire du cinéma. Et c'est peut-être un plaisir de cinéphile aussi, mais devant ce film, on a... Enfin, moi, j'ai eu les larmes aux yeux en me disant... Il Ça te donne pousse, espoir. il te donne envie de pouvoir créer, il te donne envie d'avoir cet espoir-là de... En fait, je peux tout faire avec une caméra dans les mains, je peux raconter la mort d'un personnage. Ce moment du début du film où Diego Calva parle de « Mais regardez, on peut mourir !» Et en fait, on n'est pas mort. C'est tellement un espoir qui est magnifique. Et je trouve que c'est un film qui est empli d'espoir et qui nous crie de le renouveler au-delà du fait qu'il sonne un peu le glas d'une certaine période du cinéma. Il nous dit « Regardez, maintenant, c'est à vous ». Ouais, bah, sur ces beaux mots, on va conclure l'émission sur Babylone. Je pense que là, on vous recommande vraiment d'aller le voir. C'est un film qui nous a tous particulièrement émus. On vous recommande pas, on vous ordonne d'aller le voir. Voilà, Mathéo, il aime bien ordonner d'aller voir les films. C'est son côté Mais, communiste. Ouais, C'était dictateur d'extrême gauche. c'est ça. Je le soutiens, Ah ouais. je le soutiens. N'empêche que on est rentré dans son appartement tout à l'heure pour faire l'enregistrement. Il a la bande originale du film accueillis, en ouais, boucle. ouais. Hein, voilà, c'est non, ça nous a tous imprégnés. Bah, Nathan et Mathéo, vous avez dit même que vous en avez rêvé du film après l'avoir vu. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le revoir. Hein, je vais le voir la semaine prochaine. Je pense qu'il faut le revoir 4, 5, 6, 10 fois pour pouvoir capter un peu toutes les nuances et toutes les scènes incroyables du film, parce qu'on a parlé d'une infime partie. On vous laissera vous faire votre propre opinion et aller découvrir ça, parce que on va pas parler de toutes les scènes. Il y a trop de choses riches. Puis du Et potentiel puis, comique, de c'est l'ironie. ça, bien sûr. Le film m'a fait éclater de rire Ah et oui, pleurer bien sûr. 10 minutes après. Ouais. Ah, mais le film Il y a est énormément hyper de drôle. sarcasme Sachant aussi. que je ne pleure jamais devant les films. Bon, allez, on arrête de continuer d'en parler, sinon ça va durer longtemps. Ah ouais, non, ça peut durer des heures et des heures, parce que vraiment, voilà. Donc, allez le voir, parce que en parler comme ça, c'est impossible de tout retranscrire d'être sans l'avoir vu, c'est impossible. Donc vraiment, allez voir le film. Venez nous dire ce que vous en avez pensé sur Instagram dans les messages, en DM. Ça nous fait plaisir, on échange un peu avec vous. Et pour le coup, ceux qui n'aiment pas le film, on va se taper dessus, parce que nous, on le défend ici. Et non, voilà, on a adoré Babylone. Et puis, on va vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission juste après, qui sortira dans quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas, pour reparler des films, d'autres films à l'affiche. On voulait faire cette partie un peu plus longue sur Babylone, parce qu'on pensait que le film le méritait, vu que c'était un grand film de cette année et de ce mois de janvier, évidemment. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot de la fin sur Babylone, ou est-ce qu'on passe à la suite?
Nathan. Ah, le cinéma est mort, vu le cinéma peut-être. Ouais, ben là on se demande si le cinéma est mort, tu vois. Quand on voit ça, on se dit, putain, est-ce que finalement ce qu'on redoutait dans les années 2020, après le Covid et tout, est-ce que finalement on n'a pas le renouveau qui est relancé? L'espoir renaît. Ah ouais, mais là c'est incroyable. On a un début d'année 2022, on va en parler, enfin 2023 pardon, on va en parler qui est assez fou. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. On vous le dit à chaque fois. Donnez-nous vos avis dans les messages, ça nous intéresse. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films. Allez voir Babylone d'ailleurs, pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.